Greetings, everyone. Bonjour, mesdames et messieurs les membres, mesdames et messieurs les délégués. Je déclare ouverte la 2930e réunion du comité pour l'élimination de la discrimination raciale. Le comité va aujourd'hui poursuivre le dialogue interactif et continuer l'examen du rapport valant 22e et 23e rapport périodique soumis par la France. Donc je vais demander aux membres de poser des questions se rapportant au thème dont nous discutons aujourd'hui. Les membres pourront également poser des questions complémentaires en réaction aux réponses apportées par la délégation hier, si ces réponses n'étaient pas satisfaisantes. Madame la Présidente, hier, je n'ai pas eu réponse à toutes les questions que j'ai posées, mais je vais passer quand même aux questions de la seconde journée. Alors, je voudrais demander à la délégation si elle peut informer le comité sur l'état de la mise en œuvre du plan d'urgence pour la Guyane. Un plan d'urgence global pour la Guyane française, en réponse à la manifestation de 2017, a été commémoré dans l'accord guyanais signé le 21 avril 2017. 30 mesures axées sur la sécurité, la justice, la santé, l'éducation, les transports, le foncier et le développement économique local ont été adoptées. Un an plus tard, l'État s'est engagé au financement à hauteur de un peu plus d'1 milliard d'euros pour mettre en œuvre ces mesures. Le comité souhaite avoir des informations sur la mise en œuvre de ce plan. Le plan a-t-il été évalué ? Quelles sont les avancées constatées? Quels sont donc les défis qui restent donc à relever? Dans le plan d'urgence, l'État s'est engagé à attribuer 400 000 hectares au peuple autochtone par l'intermédiaire du Grand Conseil coutumier des peuples amérindiens. Quelle est la superficie exacte rétrocédée à ces peuples à ce jour? Pourrez-vous éclairer le comité sur les mesures adoptées pour reconnaître et respecter les droits des peuples autochtones de la Guyane française, notamment les droits d'accès aux terres ancestrales, aux ressources traditionnelles utilisées par eux, ainsi celui d'être consulté de toutes les mesures susceptibles de les affecter. Le rapport nous dit que depuis 2008, l'armée et la gendarmerie de Guyane française participent à l'opération Harpie, qui vise à lutter contre l'orpaillage illégal sur le territoire. Quel bilan peut-on dresser de cette opération? A-t-elle permis d'améliorer l'environnement et le cadre de vie des populations autochtones de la Guyane française? Selon le rapport, en Guyane française, la reconnaissance des langues maternelles autochtones à l'école a été prioritaire dans tous les secteurs renforcés par la loi de 2013. Voilà le paragraphe 177 de votre rapport. Les efforts visant à améliorer la connaissance des langues maternelles des peuples autochtones a été commémoré grâce à un cadre de formation d'assistants d'enseignants. Les masters et la formation culturelle ont été intégrés dans la loi donc de 2017. Afin de mieux équilibrer l'enseignement du français et des langues maternelles et de rendre compétitifs les locuteurs de langue maternelle. À combien estime-t-on le nombre de locuteurs dans le système éducatif après les lois donc de 2013 et de 2017? La loi du 28 février 2017 sur l'égalité substantielle outre-mer visant à renforcer les capacités d'auto-représentation des peuples amérindiens et bouchengués à travers le Grand Conseil coutumier de leur peuple. La représentation variait dans des intérêts juridiques, économiques, socioculturels, éducatifs et environnementaux. Le Grand Conseil coutumier aurait droit à mandater par la loi, d'être consulté sur tout projet ou proposition devant l'Assemblée de Guyane française qui affectait leur environnement et leur habitat. Combien de consultations ont pu être menées dans le cadre donc de la loi de 2017? Et est-ce que les avis des peuples ont été effectivement pris en compte lors de ces consultations?
Quelles sont les mesures envisagées pour assurer la jouissance des droits des peuples autochtones de Nouvelle-Calédonie, notamment le droit économique, socio-culturel, ainsi que le droit d'autodétermination, le droit d'accès à la terre, aux ressources traditionnelles utilisées par eux. Quelles sont les mesures visant à garantir les droits des peuples autochtones, y compris la Nouvelle-Calédonie? Pourquoi l'emploi du terme peuple autochtone en français va à l'encontre des principes constitutionnels français d'indivisibilité qui interdisent essentiellement la distinction? Pouvez-vous nous donner plus d'informations sur les raisons pour lesquelles la France n'a pas adopté la politique globale uniforme à l'égard des communautés autochtones? Le comité serait intéressé de savoir si l'état de mise en œuvre de cette politique éducative. Quelle est la représentation des peuples autochtones dans les différents degrés du système d'enseignement? Le statut d'autonomie politique et administrative de la Nouvelle-Calédonie lui confère une pleine compétence en matière de santé. Voilà le paragraphe 198 de l'État. Au début de la 16e réunion de l'accord de Nouméa en 2017, un accord politique a été conclu pour organiser un référendum sur l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie. Les signataires du comité de l'accord devaient se réunir pour assurer la participation plus large au référendum. Quel a été le niveau de participation des populations à ce référendum? L'organisation d'un autre référendum est-il d'actualité? Il y a encore de nombreux territoires d'outre-mer qui semblent aspirer à une pleine souveraineté. L'État a-t-il un plan d'autodétermination pour l'ensemble des territoires et des départements d'outre-mer? Si, avec la loi Taubira, la France a reconnu l'esclavage comme un crime contre l'humanité, il reste encore un autre pas à franchir. Quelles sont les actions à mener dans l'étape visant la réparation d'un des crimes les plus monstrueux de l'histoire de l'humanité? Je m'arrête là, Madame la Présidente, pour l'instant. Je vous remercie. Thank you very much, Mr. Diaby. Excellence, vous et votre délégation avez 1h15 pour répondre aux nouvelles questions qui vous ont été posées aujourd'hui et aux questions restantes d'hier. Vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Je vais commencer par quelques éléments de réponse à la fois sur des questions qui ont été posées hier et qui sont revenues ce matin et sur de nouvelles questions qui ont été posées. Et ensuite, je passerai la parole aux membres de la délégation pour répondre également à un certain nombre de questions posées hier et d'autres qui ont été posées ce matin. Un mot sur la question de savoir pourquoi le terme de peuple autochtone est incompatible avec la Constitution française, laquelle Constitution rappelle que la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. La question de l'indivisibilité renvoie à la question de l'unité du pouvoir politique qui donc n'appartient qu'à un seul souverain, lequel souverain ne peut être que le peuple, ce qui définit donc l'unité du peuple. Et pour cela, je vous renvoie aux alinéas 1 et 2 de l'article 3 de la Constitution de 1958. Madame la Présidente, Mesdames et messieurs les membres du comité, mesdames et messieurs les rapporteurs, mesdames et messieurs les représentants de la société civile, vous nous avez interrogé sur la situation des minorités et des peuples autochtones dans les territoires d'outre-mer et vous nous avez interrogé sur la jouissance de leurs droits au titre de la Convention, plus particulièrement en Guyane, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte. Alors, je souhaite faire un court préalable avant de passer aux questions qui nous ont été posées particulièrement territoire par territoire. Concernant les 13 territoires d'outre-mer qui sont situés dans nos océans, dans les océans Atlantique, Indien et Pacifique, ils font partie intégrante de la communauté nationale. Pour autant, la France et les autorités françaises sont très attentifs au fait que chacun de ces territoires ait un statut qui soit modelé à la carte, si j'ose m'exprimer ainsi, pour répondre à des besoins et à des situations très différentes en termes de population, de géographie et de développement, territoire par territoire. Et au sein de chacun de ces territoires, les autorités françaises sont très attentives à prendre en considération les aspirations des populations autochtones et de
de leurs composantes, afin de les concilier avec les principes constitutionnels dont Madame la chef de délégation a rappelé les principes, donc le principe d'indivisibilité de la République, d'unicité du peuple français et d'égalité des citoyens devant la loi. Ces principes garantissent l'équité et le respect des droits de chaque citoyen, et chaque citoyen, chaque composante des populations autochtones est entièrement à la pleine qualité de citoyen français. Les communautés autochtones qui vivent dans les territoires d'outre-mer sont elles-mêmes très diverses. Et donc les autorités françaises n'ont pas adopté une politique globale, mais des actions qui répondent concrètement aux besoins exprimés par ces communautés, que ce soit en matière de langue, d'accès à la santé, de droits sociaux, d'éducation ou de foncier. Pour exemple, le droit français intègre certains pans de droit coutumier qui reflètent le mode de vie des communautés autochtones et qui est concilié avec le cadre juridique de droit commun français. Sur le plan institutionnel, les autorités françaises ont une attention particulière sur le fait de rapprocher les services publics des populations autochtones. Comme vous le savez, certaines populations autochtones sont isolées, sont parfois sur des fleuves, sur les bords de fleuves, et leurs villages ne sont accessibles qu'en pirogue. Donc, à titre d'exemple, en Guyane, les deux sous-préfectures, les sous-préfectures de l'Est, voisines du Brésil, la sous-préfecture de l'Est voisine du Brésil et la sous-préfecture de l'Ouest voisine du Suriname, ont mis en place des pirogues de service public qui remontent tous les mois les fleuves frontières, le fleuve Maroni, frontière avec le Suriname, et le fleuve Oyapock, frontière avec le Brésil, pour aller au plus près des populations bushinangé et amérindiennes sur le fleuve Maroni et uniquement amérindiennes sur le fleuve Oyapock. Pour exemple, ces pirogues, la pirogue qui va sur l'Oyapock au plus près des populations amérindiennes du Haut-Oyapock comprend des services, des impôts, de la sécurité sociale, de l'état civil, de l'institution qui couvre les prestations sociales, des militaires également, et vont au plus près de ces populations pour leur délivrer par exemple des papiers ou pour leur permettre de remplir leur déclaration d'impôt, ce qui leur ouvre droit à un certain nombre d'autres droits. Je préciserai également que en Guyane, une sous-préfecture de l'Est, dont je parlais à l'instant, a été nouvellement créée. Elle a été inaugurée en novembre 2022, ce mois-ci. Et cette sous-préfecture de l'Est est particulièrement importante puisque la population de l'Est de la Guyane représente, la population autochtone dans l'Est de la Guyane représente près de la moitié de la population du nouvel arrondissement du sous-préfet de l'Est. Donc cette sous-préfecture de l'Est va s'occuper essentiellement des besoins des populations amérindiennes à l'est de la Guyane. Enfin, il est essentiel que la voix des communautés autochtones puisse s'exprimer. Donc, c'est la raison pour laquelle, comme vous le savez, des instances consultatives ont été créées pour permettre aux communautés autochtones en Guyane et en Nouvelle-Calédonie de donner un avis sur tous les enjeux et les projets structurants de leur territoire. Et il faut préciser également que les autorités françaises accompagnent de très près la structuration de ces instances, notamment sur les moyens financiers de ces instances qui ont été significativement renforcés. Concernant Mayotte, je préciserai seulement que la situation de ce territoire est pour les autorités françaises de nature un peu différente, puisque les Mahorais résidant sur l'île de Mayotte sont des résidents du département français de Mayotte, sont tous résidents du département français de Mayotte. Nous sommes attentifs, bien sûr, à l'effectivité de l'accès à leurs droits, notamment économiques et sociaux. En revanche, ils ne constituent pas, au sens de la Convention, une communauté autochtone. Ils sont de nature différente de la Guyane ou de la Nouvelle-Calédonie. J'y reviendrai plus tard.
Concernant la Guyane, monsieur le rapporteur, vous avez souhaité avoir des informations sur les avancées concernant la mise en œuvre du plan d'urgence de la Guyane à la suite des mouvements sociaux de 2017. Ce plan d'urgence de la Guyane fait l'objet d'un suivi extrêmement serré et strict de la part des autorités françaises en concertation avec l'ensemble des acteurs et des parties prenantes de la Guyane. Et on peut dire aujourd'hui que la quasi-totalité des mesures inscrites dans le plan d'urgence issu des événements de 2017 ont été réalisées. Toutes les mesures en matière de santé ont été réalisées. En matière d'éducation, les collectivités ont été accompagnées pour la construction de collèges et de lycées à hauteur de 285 millions d'euros sur 5 ans, soit au-delà des 250 millions prévus dans l'accord de Guyane. L'investissement a également été réalisé pour les écoles. En matière économique, un pacte fiscal et social, donc une adaptation des mesures de fiscalité a été lancé et des travaux sont en cours sur la révision de la fiscalité des collectivités. Sur les accords de Guyane également, nous pouvons indiquer que ce plan a été valorisé pour toutes les mesures dont le coût s'élevait à plus de 1 milliard d'euros, et le comité local de suivi se réunit au moins une fois par an et continue à se réunir. Monsieur le rapporteur, vous avez également souhaité avoir des précisions en matière de foncier sur les 400 000 hectares de foncier qui ont été demandés par les populations autochtones dans le cadre des accords de Guyane. Nous pouvons annoncer que des mesures ont été engagées et qu'un pas décisif a été franchi, puisque le nouvel établissement public de coopération culturelle et environnementale, EPCCE, cet établissement public est en cours de création. Il repose sur une base tripartite et il va permettre d'identifier les terres qui seront rétrocédées en lien direct et avec la pleine participation des communautés amérindiennes. Donc la décision de créer cette EPCCE a été prise par l'État, la collectivité territoriale de Guyane et les populations autochtones. Les statuts de cet établissement public sont en cours de rédaction. Et l'État sera garant du bon usage de ces terres. Cette EPCCE pourra également s'appuyer sur la mission foncier. C'est une mission qui a été créée à la suite des accords de Guyane pour mieux gérer les terres en Guyane. Et donc l'EPCCE pourra aussi s'appuyer sur toute l'expertise de la mission foncier pour restituer les terres aux populations autochtones. Monsieur le rapporteur, vous avez également évoqué le point extrêmement important des modalités de consultation. Comme vous le savez, la loi sur l'égalité des chances a renforcé les pouvoirs du Conseil coutumier en créant le Grand Conseil coutumier. Ce Grand Conseil coutumier a pris plusieurs initiatives récentes pour organiser l'association des populations à la décision. Et ce Grand Conseil coutumier désormais a des compétences renforcées en matière juridique, économique et sociale pour défendre les intérêts des populations autochtones. J'ajouterai que, à côté de ce Grand Conseil coutumier, les autorités françaises ont mis en place des protocoles de consultation, à l'instar de pratiques qui existent au Brésil et dans les autres pays d'Amérique du Sud, pour consulter les populations, mais selon des coutumes et l'organisation interne des populations consultées. Et ça, c'est en lien avec le Grand Conseil coutumier. Donc, il y a également des protocoles de consultation particuliers sur les grands projets de développement. Concernant l'accès à l'éducation, je laisserai
collègues du ministère de l'Éducation donner plus d'informations sur ce sujet. Concernant le Harpie, la lutte contre l'orpaillage illégal en Guyane, nous avons des données extrêmement précises, mais je suis déjà bien trop longue. Donc nous avons des données extrêmement précises qui pourront vous être fournies par écrit dans les 48 heures sur les matériels saisis, le nombre de patrouilles, tous les bilans de l'action de Harpie qui est décisive sur le plan des matériels saisis et des avoirs financiers saisis. Simplement en conclusion sur le fait que nous pouvons apporter peut-être quelques précisions à Madame la Présidente concernant le nom de la Guyane. Nous ne savons pas si ces éléments peuvent répondre à votre interrogation, mais en ce qui concerne la Guyane, ou je devrais dire les Guyanes, il existait donc historiquement 3 Guyanes, la Guyane hollandaise, la Guyane britannique et la Guyane française. Et c'est vrai que la sémantique ne nous aide pas. La Guyane hollandaise est devenue le Suriname, la Guyane britannique est devenue le Guyana avec un A à la fin, et la Guyane française est devenue la Guyane tout court. En France, nous n'appelons pas la Guyane française, mais uniquement la Guyane. Mais en anglais, effectivement, elle est souvent traduite par les termes de French Guyana, et c'est vrai que cela peut induire des confusions sur le nom du Guyana et de la Guyane française. Mais nous avons bien le Guyana, le Suriname et la Guyane qui sont les héritières des 3 Guyanes historiques. Merci beaucoup. Je vous propose, puisque nous avons encore quelques minutes, Madame la Présidente, de passer rapidement la parole à l'Éducation nationale, puisque des questions ont été posées sur la formation des enseignants. Non, simplement pour dire que les engagements sur l'éducation ont été bien tenus en Guyane, à la fois en termes de ressources humaines, avec le doublement des intervenants en langue maternelle, mais aussi en termes de rémunération, de construction de nouveaux bâtiments scolaires, de nouveaux internats. Et nous prêtons une attention vraiment très, très forte à la question de l'enseignement du créole, en particulier en Guyane, puisque nous avons réaffirmé le principe de l'enseignement et de la pérennisation de l'enseignement de nos langues dites régionales, y compris et particulièrement dans le cadre de la Guyane. Voilà. Thank you to the delegation. Merci à la délégation. Voilà comment nous allons poursuivre un dialogue interactif. Donc, je vais donner la parole aux membres du comité qui souhaitent poser des questions pour lesquelles ils n'ont pas obtenu réponse. J'aimerais d'abord me tourner vers le rapporteur. Je voudrais revenir sur un certain nombre de questions sur lesquelles j'ai peut-être été distrait ou je n'ai pas entendu de réponse, notamment hier et aujourd'hui sur une ou deux nouvelles préoccupations. Le comité a été saisi dans le cadre donc des mesures de procédure d'urgence juste avant la Covid, de l'action du gouvernement français en Guyane, pour reprendre donc les thèmes de Madame la chef de la délégation, en Guyane sur les opérations d'extraction de minerais de la montagne d'or qui mettent en péril le droit et la vie, n'est-ce pas, des populations autochtones. Est-ce qu'on peut avoir des informations plus fraîches parce que nous avons la chance d'avoir le gouvernement français devant nous ce matin? Présidente, peut-être pointer un certain nombre de questions pour certaines potentiellement nouvelles qui ont été posées et auxquelles nous répondrons, si vous en êtes d'accord, par écrit, parce que nous n'avons pas l'ensemble des éléments à notre disposition ici, qui concernent les mesures pour les pensions des anciens combattants, qui concernent la lutte contre les effets de l'extraction aurifère, qui concernent l'estimation de la population apatride et la capacité et la volonté de la France à signer les conventions afférentes, qui concernent la question de la réparation qui a été posée à la suite du vote de la loi Taubira, et qui concerne... Voilà, c'est tout. Thank you very much, Mr. Merci beaucoup, M. Amir. Je donne maintenant la parole 5 minutes à la chef de délégation pour sa conclusion. You have the floor. Merci Madame la Présidente. Donc Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur principal, Messieurs les rapporteurs secondaires, Mesdames et Messieurs les membres du comité, Mesdames, Messieurs, je voudrais d'abord vous remercier
pour votre écoute active et vos questions qui nous ont permis, il me semble, à mes collègues composant la délégation française et à moi, de vous démontrer l'engagement de la France plein et entier dans la lutte contre toute forme de discrimination raciale. Troisièmement, l'affirmation de l'universalisme du combat pour les droits humains, parce que cette approche est la seule qui ne soit pas contraire à notre Constitution et que, n'en déplaise à ses détracteurs, elle fait ses preuves. Parce que cette approche, si elle ne permet pas de créer ou revendiquer des droits spécifiques pour tel ou tel groupe de population, ne nous empêche pas de cibler des publics particuliers, les plus fragilisés, pour leur permettre d'accéder pleinement et entièrement à leurs droits, tous leurs droits. Ce modèle universaliste que nous portons et défendons, en refusant de distinguer les femmes et les hommes en fonction de leurs origines, affirme au contraire ce qui nous rassemble. Notre soif de liberté, notre égalité devant la loi et la fraternité qui nous unit parce que nous sommes des êtres humains. Thank you. Merci beaucoup. Et merci à vous donc en tant que chef de délégation. Merci aux membres de votre délégation de toutes ces réponses que vous nous avez données aux questions posées par le comité. Je remercie également les interprètes qui nous ont aidés à nous comprendre. Le comité, évidemment, va travailler, comme l'a dit le rapporteur. Le comité donc va travailler sur des observations finales qui vous seront soumises après adoption. Et j'aimerais répéter ce qui a déjà été dit à maintes reprises aujourd'hui, à savoir que la délégation a 48 heures à partir de maintenant pour fournir des informations supplémentaires sur les questions auxquelles elle n'a pas répondu. Merci encore. Et je conclue maintenant la 2930e réunion de notre comité.